à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro On Tour. Je suis ravie de vous retrouver au fil de l'eau. Alors j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, puisqu'au cours de cette émission, on va naviguer sur un tronçon du canal de la Marne au Rhin entre Lutzelbourg et Saverne. Et pour ce faire, on va passer toute l'émission à bord du Boat Home, qui est évidemment un concept tendance dont on parlera avec Sarah Zins. Alors vous le savez, il y a ceux qui vivent sur l'eau, mais il y a aussi les plaisanciers d'un jour ou au long cours. Vous allez faire la connaissance de plusieurs d'entre eux au cours de cette émission. La gestion de la navigation, c'est l'apanage de VNF, les Voies navigables de France. Le directeur adjoint des unités territoriales de VNF Strasbourg nous en dira plus tout à l'heure. Plusieurs reportages vous donneront des aperçus différents de la vie sur l'eau et de la navigation, avec par exemple un ascenseur à bateau. Et oui, c'est le fameux plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller. Vous observerez aussi les pérégrinations de Sandrine. Elle a voulu découvrir un autre canal, celui de la Sarre. Et puis vous allez le voir, c'est d'une manière un petit peu différente. Et justement, je vous propose de commencer par regarder un reportage sur l'histoire de ce canal qu'on appelle aujourd'hui canal de la Sarre, mais qui était à l'origine le canal des Houillères. Une voie d'eau au cœur de la nature. Le canal des Houillères de la Sarre met en relation le bassin houiller de la Sarre avec le canal de la Marne au Rhin et a ainsi permis de transporter économiquement le charbon vers la Lorraine et l'Alsace. Mais sa réalisation a connu des prémices difficiles. La Sarre est peu navigable. Née dans le massif vosgien, la Sarre est soumise à des crues incompatibles avec une navigation régulière. Durant les basses eaux, elle pouvait enregistrer un chômage presque régulier de 5 mois par an. Au milieu du 19e siècle, on parle de canaliser la Sarre. Mais voilà, il est difficile de mettre tout le monde d'accord. L'intérêt du canal est de permettre le transport de la houille jusqu'en Alsace. On cherche au départ à favoriser le transport par le train. Et après les 45 millions de francs affectés au canal de la Marne au Rhin, celui des Houillères n'a plus aucune chance de voir le jour. Mais les partisans du canal vont être persévérants. Et la construction est entreprise en 1862. Elle durera 4 ans. Des travaux qui ne seront pas de tout repos. On prévoit plusieurs ports, Rémalfin, Vitrin, Rèche et Sarralbe. On construit également un pont-canal pour passer l'Albe à Sarralbe. Le tracé du canal des Houillères de la Sarre part de l'étang de Gondrexange, qui l'alimente en eau jusqu'à Mittersheim, puis entre dans la vallée de la Sarre de Harskirchen à Sarreguemines, où il conflue dans la Sarre qui devient navigable. D'une longueur de 63 km, il présente une différence de niveau de 72,75 mètres. Racheté par 27 écluses. La grande aventure des mariniers commence alors. La navigation est autorisée à des bateaux de 38 mètres de longueur et de 5 mètres de largeur avec un tirant d'eau d'1,80 m. Ils peuvent se charger de près de 280 tonnes. Plus de 150 ans après sa mise en service, le canal a changé de visage et même de nom. De canal des Houillères de la Sarre, il est devenu canal de la Sarre. Aujourd'hui, les écluses ne voient plus passer les péniches, les ports font accoster des plaisanciers, les vélos et les promeneurs ont investi les chemins de halage. Parfaitement intégré au paysage, qui peut imaginer que ce canal a bien failli ne jamais voir le jour. Sarah Zins, bonjour. Bonjour. Le canal de la Sarre, il a aussi une importance toute particulière pour vous, puisque c'est sur ce canal, à Sarreguemines, que vous avez mis à l'eau le Boat Home. Et à l'époque, il était d'ailleurs même pas encore terminé. C'est ça. C'était il y a un tout petit peu plus d'1 an. On l'a mis à l'eau. On pensait l'avoir fini pour la date de la mise à l'eau. Bon, finalement, comme tous les projets, ça prend un peu de retard. Mais ça nous a permis de terminer les travaux sur l'eau plutôt que dans le hall d'usine. Donc finalement, c'était plutôt pas mal. Et en tout cas, merci beaucoup de nous accueillir ici Avec à bord. plaisir. Je voudrais que vous nous racontiez comment vous est venue cette idée de construire, alors je ne sais même pas comment il faut dire en français, c'est une maison flottante ou c'est un bateau d'habitation ? Alors on dirait, pour ce cas présent, on dirait plutôt bateau habitation puisqu'on est sur un vrai bateau motorisé puisque, comme vous le voyez, on se déplace. Donc on a le terme houseboat aussi en anglais. Maison flottante, ça fait référence à quelque chose de plus statique sur l'eau mais sans moteur. Voilà. D'accord. Et
comment vous est venue l'idée d'en construire une? Et l'idée est venue plutôt de mon père. C'est pas moi qui suis vraiment à l'origine de l'idée, qui lui a travaillé donc dans l'industrie, principalement dans la transformation de l'acier, qui est ingénieur de formation et qui a eu cette idée un peu par hasard, et qui après a travaillé avec l'architecte Tristan Fuss et ensemble, après, avec quelques autres personnes spécialisées dans le domaine du fluvial, de la navigation, ils ont réussi à donner vie au projet. Voilà. Moi, je me suis greffée au début de la construction. Mais du premier coup, prototype. quand on regarde ici, quand on se balade sur ce bateau, sur ce Boathome, en fait, on n'imagine pas que vivre sur l'eau, ça peut être dans un tel confort. Oui, ouais, c'est ça. C'est ce qui nous différencie finalement de beaucoup d'autres bateaux, c'est le confort équivalent, voire même supérieur à celui d'une maison moderne. Donc on a, à la différence des péniches traditionnelles, on a des grands espaces de vie, on a beaucoup de luminosité, les espaces ne sont pas vraiment confinés, on a une grande pièce à vivre, une grande salle de bain, une grande chambre, beaucoup de rangements, etc. Et puis après surtout des équipements et des ameublements plutôt haut de gamme. Et ben voilà, du luxe, du haut de gamme. Avec en plus un pari supplémentaire, c'est que vous avez choisi de miser sur l'écologie. C'est ça. L'écologie qui, à notre sens, est un enjeu qui, de toute façon, doit être traité aujourd'hui. Et finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça de l'intégrer à un projet, puisqu'on a la chance d'être sur l'eau, donc on peut utiliser l'eau qui est sous nos pieds, j'ai envie de dire, à la fois pour le traitement. Donc on utilise l'eau du canal pour l'eau qu'on consomme à bord, qui est entièrement traitée. Elle est ensuite assainie à nouveau pour être rejetée dans le canal. Après, on a le soleil au-dessus de nous qui nous permet de recharger les batteries et de nous donner notre électricité. Et ensuite, on a des moteurs électriques qui nous permettent de naviguer, et de naviguer sans bruit, et de naviguer gratuitement une grande partie de l'année grâce au soleil, encore une fois. Et voilà. Après, on a aussi une génératrice diesel qui vient en solution de secours. Voilà, parce que malheureusement, on n'habite pas à Dubaï et le soleil n'est pas suffisant toute l'année. Mais pour une très grande période de l'année, on arrive à couvrir tous les besoins. D'accord. Et bien, Sarah Zins, on reparle du Boathome dans un instant. On va d'abord retrouver Sandrine qui est au port de Sarralbe. Coucou Julia, alors j'ai entendu que tu allais faire découvrir à nos téléspectateurs le canal de la Marne au Rhin. Moi j'ai décidé de rester dans le secteur et de faire le tour du canal de la Sarre. Mais comme tu peux le voir, j'ai un peu loupé le coche, il n'y a plus de bateaux. Ici à Sarralbe, ils ont le droit de stationner que 48 heures. Du coup je crois que le mien est déjà parti. Donc pour vous faire découvrir tout ça, je vais devoir trouver une autre solution. La seule solution c'est d'emprunter le chemin de halage. Du coup à vélo, donc je vais m'équiper et puis je vais vous emmener avec moi. Bon du coup le chemin de halage c'est en face, le temps que je trouve comment y aller et puis c'est parti. Bon et le tout c'est pas de tomber dans l'eau, c'est ça? Moi, je suis très contente d'avoir pu embarquer avant que vous larguiez les amarres. Sarah, est-ce que vous étiez une pro de la navigation avant de vous lancer dans cette aventure de Boathome? Alors pas du tout. Je ne sais même pas si j'avais déjà mis les pieds sur un bateau. Ah si, peut-être, j'avais fait 2-3 croisières, mais pas du tout une pro de la navigation. Comme finalement une très grande partie des membres de l'équipe, il n'y avait pas vraiment de pro de la navigation. Mais finalement, on se rend vite compte que quand on s'en donne les moyens, on apprend sur le tas et on apprend assez vite. Et alors aujourd'hui, comment ça se passe la navigation? Est-ce que c'est pas trop dur par exemple quand il faut passer des écluses? Quand il faut passer des écluses, donc on a la largeur maximale, c'est-à-dire qu'il reste environ 3 cm de chaque côté quand on passe une écluse. Donc ça nécessite un coup de main, on va dire, mais après on a les propulseurs d'étrave qui nous permettent vraiment de gérer la manœuvre au centimètre près. Voilà, je dirais que la personne qui prend le bateau en main pour la première fois a peut-être un peu de mal, mais après une fois qu'on a l'habitude, c'est pas si compliqué. Donc quelques frayeurs éventuellement au départ, mais tout le monde est censé y arriver sans problème. Voilà, nos 3 premières écluses, on s'en souvient bien. D'accord.
Actuellement, ce bateau, alors pas aujourd'hui bien sûr, puisque on est en train de se balader au fil de l'eau, mais en temps normal, il est amarré à Strasbourg, parce qu'en fait, ici, c'est un modèle d'exposition. C'est ça. Et du coup, les passants qui découvrent comme ça ce bateau à quai, ils réagissent comment ? Alors on a eu beaucoup de chance à Strasbourg parce que les VNF et la ville de Strasbourg nous ont autorisé à nous exposer en fait en hypercentre. On avait vraiment un emplacement, un des plus beaux emplacements, ou si ce n'est le plus bel emplacement sur l'eau de Strasbourg. Donc c'était vraiment super. On a fait des journées portes ouvertes pendant 3 mois, 5 jours par semaine. Donc on a eu bien plus de 1000 visiteurs qui sont venus découvrir le bateau. On a eu beaucoup d'organismes de presse. Enfin voilà, ça nous a vraiment permis de faire parler de nous. Et en général, les réactions sont plutôt positives, étonnées, beaucoup de questions. Ouais, les gens sont intéressés. Il y a vraiment de l'intérêt, beaucoup de gens qui après nous demandaient si on faisait de la location, des prises de contact qu'on a eues pour des ventes. Alors justement, est-ce que ça se concrétise réellement par des ventes ou peut-être plutôt par des commandes, parce qu'en fait tout est sur mesure? C'est ça, tout est sur mesure. Ça commence à se concrétiser. Après, il faut dire que c'est un gros projet, on est une petite équipe, ça reste quelque chose de très innovant, donc forcément on ne va pas prendre 50 commandes la première année, mais ça se concrétise bien. On a une dizaine de clients potentiels là actuellement avec lesquels on travaille sur des projets uniques à chaque fois. Et on a un petit projet là, je pense que dans les semaines à venir, on va lancer la construction d'un nouveau bateau. Voilà. Et quels sont les prix à peu près ? Alors ça dépend, on a plusieurs modèles avec différentes options techniques comme la motorisation, l'autonomie énergétique, etc. Et aussi différentes possibilités d'aménagement, allant du non aménagé au 100% sur mesure. Donc en fonction de la combinaison de ces options-là, on va avoir une grille tarifaire en fait, mais disons que pour donner la fourchette, on est entre 200 et 400 000 euros. Et puis il faut franchement le rappeler, c'est une fabrication française. C'est ça. Et même locale. C'est ça. On en est très fiers. Donc ce bateau-là, le bateau prototype a été construit, comme vous le savez, à Sarreguemines. Et les prochains seront construits avec notre usine partenaire à Sarralbe. Voilà. D'accord. Alors c'est quelle usine ? Ça met combien de temps pour construire un bateau comme ça ? C'est l'usine FB2M. Et combien de temps ? Encore une fois, ça va dépendre du modèle, ça va dépendre du niveau d'équipement souhaité. Mais on est entre 4 et 6 mois à peu près de délai de production. Eh ben, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et un grand merci encore de nous accueillir à bord pour cette émission, d'avoir accepté de transformer comme ça le Boathome en plateau télé. On va le découvrir, le bateau, tout au long de cette émission. Mais je vous propose sans plus attendre une visite guidée en images et des instants de vie à bord. Souriez. Voilà une scène qui fait partie du quotidien de cette embarcation hors du commun. C'est une idée qui m'est venue comme ça du jour au lendemain, pour développer quelque chose, pour créer, pour bâtir, pour rassembler des hommes et puis pour faire un projet. Enjoy, de la société Boathome, a passé le week-end à Saverne et est aujourd'hui en excursion sur le canal de la Marne au Rhin. Aux commandes, son concepteur Guy Zins et René, un batelier expérimenté sans qui la moindre sortie de la maison flottante serait impossible. D'abord, il a fallu apprendre ce que c'est l'eau, donc ça a commencé par là, comment ça se passe sur l'eau, sur les canaux, qu'est-ce que c'est un bateau, qu'est-ce que c'est la propulsion, parce qu'on voulait faire un concept dit green, entre guillemets, pour dire on veut être autant écologue possible. Ça veut dire notre autonomie nous est importante, tant qu'en termes d'énergie électrique, qu'en autonomie pour l'eau. Donc on a à bord suffisamment de capacité pour se promener pendant une semaine sans avoir besoin de se mettre à quai. Aussi large en haut qu'à la base, Enjoy est un ovni dans le paysage fluvial. Sa manœuvre demande de la concentration, un certain doigté et 1 ou 2 équipiers de confiance lors du passage des écluses. Enjoy a été mise à l'eau à Sarreguemines en avril 2017. Guy Zins a imaginé ce bateau comme un véritable appartement flottant. 100 mètres carrés de surface ouverte sur l'eau et le paysage environnant. On voulait que les volumes soient identiques à un appartement
Et puis la puissance est donnée par la présence de l'eau, parce on a des reflets dans le plafond, donc tout est blanc. Ça permet de donner ce volume et d'aérer complètement la maison. Si la journée d'aujourd'hui est plutôt une belle promenade, Guy et sa fille Sarah sont avant tout chefs d'entreprise et Enjoy est la vitrine d'un projet d'envergure. Être ou devenir plaisancier, c'est quelque chose qui ne se fait pas en une minute et par une décision. Je dis j'arrête de vivre comme un fou, je vais vivre sur l'eau. Il faut du temps pour s'y faire, parce que je pense qu'on ne peut pas changer de mode de vie. Le naturel revient au galop, on a envie d'être stressé à nouveau, et puis quand on est stressé, on se dit mais pourquoi je le suis, et puis il faut retourner à... Voilà, il faut à chaque fois peser le pour et le contre. Un arrêt forcé avant le passage d'une écluse, et c'est l'occasion de faire visiter le bateau aux curieux ou futurs clients. Le concept de ce bateau est d'être ce que le client voudra en faire. Ici, c'est un appartement, mais il peut aussi devenir restaurant ou galerie d'art. De la conception à l'étude, de la fabrication à la mise en œuvre, tout se fait chez Flash Metal. La seule restriction, les limites de votre imagination. Mais lorsqu'on est sur l'eau, dans une embarcation si singulière, la proximité avec la nature, le paysage qui défile à la vitesse d'un promeneur, tout ça prend des airs de vacances et change les perspectives. L'entrepreneur devient plaisancier. C'est se rendre la vie belle, parce qu'on a le choix d'aller là où l'endroit va nous attirer ou nous plaira. Et vous trouverez toutes les informations sur le site internet www.boathome.fr. Bernard Braillard, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes avec votre épouse Marie-Rose, des capitaines au long cours, si je puis me permettre. Vous étiez déjà monté à bord d'une telle embarcation ? D'une telle embarcation, non. En réalité, c'est la première fois et je peux vous dire, c'est une belle surprise. Et je vous remercie, et tandis que le propriétaire aussi, d'avoir été invité. Alors vous dites c'est une belle surprise. Qu'est-ce qui vous a surpris à bord du Boathome ? Le bateau, il est très plaisant à voir, il a une belle superficie, il est agréable à piloter, il est silencieux comme tout. Et puis j'ai l'impression qu'il est très bien conçu en réalité. Alors ça vous change peut-être des embarcations que vous avez l'habitude d'utiliser, sur lesquelles vous montez. Moi j'aimerais savoir quand et comment vous vous êtes retrouvé pour la première fois sur un bateau. La première fois sur un bateau dans ma jeunesse déjà, mais pas en tant que capitaine. C'était en tant que passager dans une excursion quelque part en bord de mer, la Méditerranée. Et puis c'est par là que m'est venu. Et si un jour tu pourrais avoir toi-même un bateau que tu piloterais, et puis comme ça on a pris un peu le goût du bateau et l'envie d'en faire. Et ce jour d'avoir votre propre bateau, il arrivait quand ? Il est arrivé en 97, on va dire. Ça va bientôt faire un quart de siècle, donc ça fait presque 25 ans que nous naviguons sur les canaux et rivières de France et d'Europe. Qu'est-ce que ça représente pour vous la navigation ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous naviguez ? Une détente totale, on va dire. Et un grand plaisir, le calme. Le stress est évacué, les soucis du même coup aussi. On ne pense plus rien d'autre qu'à faire du bateau, qu'à faire des vacances et que faire une belle navigation, une belle virée sur l'eau. Et pourtant, vous ne vous êtes pas contenté d'être capitaine, vous avez carrément été au niveau du port de Sarreguemines, le capitaine du port, donc pas seulement capitaine de votre bateau. Ça aussi, c'est venu subitement, quand j'ai pris goût au bateau et je me suis dit, pourquoi pas devenir capitaine de port et gérer une base d'arrêt de port, de nuitée et de tout ça, m'occuper de l'accueil des plaisanciers que j'aimais particulièrement, les instruire d'ailleurs et surtout leur donner de bons conseils. Et alors, ils en ont bien besoin d'ailleurs. Ça se passait comment au port de Sarreguemines ? C'était comment l'ambiance dans le port ? L'ambiance était parfaite, dirais-je. Au début,
C'était un peu plus dur, il fallait se mettre, comment dire, dans le bain, il fallait s'adapter à tout le monde, mais très vite, les plaisanciers et moi-même, on s'y est adaptés et puis c'était une parfaite entente et ça fonctionnait très très bien. Ça me faisait un très grand plaisir de rester des fois tard le soir à Sarreguemines, au déplaisir de mon épouse qui m'attendait le soir. Mais bon, la paix se faisait toujours dans les draps blancs, on va dire. Vous avez beaucoup navigué, essentiellement tous les deux, je suppose aussi avec des proches de temps en temps. Racontez-moi, je suis sûre qu'il vous est arrivé plein de choses quand vous naviguez, mais racontez-moi une anecdote qui vous est arrivée sur l'eau. Il y en aurait beaucoup à dire, là. Alors, que vais-je dire? Je vais en choisir une alors qui était extrêmement stressante. Sur la Moselle allemande, dans les grandes écluses. C'est-à-dire c'était au niveau je dirais après Trèves. Nous étions toute une flopée de bateaux dans l'écluse. On était à Vallon, il y avait un transporteur, un passager, et puis toute une flopée de bateaux de plaisance comme le nôtre. Alors au moment de sortir, les portes s'ouvrent, notre moteur ne démarrait plus. On était les seuls coincés dans l'écluse, on n'arrivait plus à sortir de cette écluse. Et ça nous harcelait de part et d'autre, et il fallait sortir. Et finalement, j'ai réussi à le mettre en marche en faisant des pontages de batterie et ainsi de suite. Et par un coup, finalement, il a démarré. Mais là, on l'a plus arrêté dans l'écluse jusqu'à notre destination finale. Et puis là seulement, on a éteint le moteur. C'était en fait une panne de branchement et de mauvais contact. Mais c'est extrêmement stressant. On était harcelés par VHF, c'est-à-dire par les ondes et par les bateaux qui nous attendaient de part et d'autre. Vous imaginez un peu, hein, et tout reposait sur mes épaules. Alors là, c'était quand même un peu, je dirais, pas tout à fait panique, mais tout près. Hein. Et encore, parce que finalement, cette anecdote, ça s'est passé à un moment où vous aviez déjà de l'expérience. Et puis, c'était finalement qu'une avarie technique. Mais est-ce que vous vous souvenez par hasard de la première fois, la toute première fois, que vous avez dû passer une écluse? La toute première fois, oui. Effectivement, c'était également en 97, parce que suite au permis fait, on a acheté dans la foulée le bateau. 8 jours après, on l'avait. Hein, et il se trouvait sur la Saône. Hein. Il fallait remonter de la Saône par toute la Saône, Nancy et puis par le canal. C'est-à-dire on avait 160 écluses à faire jusqu'à Vitrin. Alors c'était pas si simple que ça au départ. Alors la première écluse, c'était à Port-sur-Saône. On arrive dans l'écluse, assez bien dirais-je encore. Hein. Alors en haut de l'écluse, sur les quais, il y avait je vais dire, pas un simple passant, mais un colporteur qui vendait du miel et ce genre de choses. Il nous a dit « Où allez-vous ? Vous comptez faire beaucoup de chemin. » « Ah oui, jusqu'à Lorraine. Oh là là, vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin. Là. Tenez, prenez un verre d'hydromel, ça vous donnera du courage. » Mais c'est bien. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on lui a acheté un pot de miel et puis on a continué notre trajet. Ma sœur était encore avec nous et nous trois, on a navigué comme des grands là finalement. Et à Vitrin, ils étaient tout étonnés de nous voir arriver sans dégâts au bateau. Hein. Ils n'y croyaient pas. Hein. Monsieur le Président non plus d'ailleurs, hein, il nous a félicités d'ailleurs. On va continuer cette discussion dans un instant, mais pour le moment, on va retrouver Sandrine. Et Sandrine, elle est justement au niveau d'une écluse, celle de Herbitzheim. Première petite pause. J'ai décidé de m'arrêter ici à l'écluse numéro 21. Alors il faut savoir qu'il y a 27 écluses en tout sur le canal de la Sarre. Mais quand même, celle-ci, elle vaut vraiment le détour. Elle a été super joliment restaurée. Et il faut savoir qu'il n'y a plus d'éclusiers qui habitent dedans, parce que maintenant les écluses sont automatiques. Et du coup, ce sont des particuliers qui y habitent. Mais c'est vraiment une des particularités à venir voir sur ce chemin de halage. Bon, alors, Sarreguemines, 18 km 5. Bon bah, c'est reparti. Hein.
Et ben, bonne route Sandrine. Bernard Brailleur, vous, est-ce que vous préféreriez vivre sur l'eau ou bien dans une ancienne maison d'éclusier? À franchement dire, je choisirais l'ancienne maison d'éclusier. Sur la terre ferme. Sur la terre ferme, exactement. Pourquoi? J'aime faire du bateau, même beaucoup, mais uniquement pour les balades, les promenades et les vacances. Mais alors, Pour justement, la vie générale, en général, je préfère la terre ferme et un confort, je dirais, plus spacieux, avec plus de volume et près de la nature encore, du jardin et les oiseaux. mais alors justement, quand on est plaisancier, est-ce que ça veut dire qu'on passe forcément tous ces week-ends, toutes ces vacances sur l'eau? En général, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est propriétaire de bateau. Et alors vous, c'est quoi la durée la plus longue que vous ayez passée à bord? Un peu plus de 6 semaines. Sans rentrer, sans rien faire. On est parti de Sarreguemines, on est descendu la Sarre, on a fait toute la Moselle, une partie du Rhin et dans la Lahn jusqu'au bout. Nous étions jusqu'à Limbosch, si vous voyez à peu près, et puis le retour aussi. Alors à l'époque, tout s'est bien passé jusqu'au retour vers Sarreguemines, où la première écluse française avait une porte décrochée. Mais là encore, remerciement à VNF qui a fait le nécessaire pour que nous puissions rentrer dans la soirée au Bercail. Et bon, en tous les cas, on vous souhaite encore de faire plein de belles balades au fil de l'eau comme ça, de continuer vos croisières. Et un grand merci d'être venu témoigner dans cette émission. Et puis, eh bien, pas besoin de son propre bateau, on peut aussi en louer. Catherine Henrich a découvert le Boat House. C'est un bateau de location sur lequel on peut passer quelques jours de vacances. Mais ces élégants cormorans sont aussi très bien pensés et peuvent devenir de véritables habitations. Reportage. Vivre quelques jours sur l'eau est presque à la portée de tout le monde. Dans plusieurs ports, on peut louer un bateau sans permis pour les vacances. L'occasion de vivre l'expérience unique de la plaisance en famille ou entre amis. À Niederwiller, en aval du plan incliné, Kuhn-le-Tour propose des bateaux en acier et bois fabriqués en Allemagne et mis à disposition des touristes. Jusqu'à 15 mètres de long, ces bateaux peuvent être pilotés sans permis. Ils offrent selon les modèles tout ce dont on a besoin pour un voyage confortable. Celui-ci, c'est 7+2. +2, c'est pour le lit d'appoint que vous pouvez installer au salon. Là, vous avez la seconde cabine arrière. Les lits peuvent se rapprocher. La cabine de pointe, celle que tout le monde préfère. Donc souvent, c'est des parents, ici, avec un gamin qui ne peut pas rester seul. Ça, ils peuvent le sortir et puis mettre leur victuailles si besoin. Ça, c'est pareil, c'est du rangement. Voilà. Four gazinière à gaz. Et cette table, en fait, elle se rabaisse au niveau de la banquette. Et derrière la banquette, vous avez encore un matelas d'appoint. Et vous les mettez les trois en long et ça fait un lit double. Mais c'est vraiment le lit d'appoint pour une nuit. Et donc, le client navigue d'ici. 8 bateaux comme celui-ci sont amarrés au port de Niederwiller et avec les beaux jours, ils ne sont pas souvent à quai. Ceux-là seront tous partis d'ici la fin de la journée. La clientèle est en majorité allemande et passe entre 3 et 15 jours sur le canal de la Marne au Rhin. Certains de ces bateaux, une fois leur temps de service en location achevé, ont été vendus à des particuliers qui leur offrent une seconde vie. On a eu le même type que celui-ci, donc un cormoran 1280, qui a été racheté il y a maintenant 1 an et demi, si ma mémoire est bonne. Et les gens sont basés à Saverne au port. Et ils y vivent quasiment toute l'année, ils y travaillent même dessus. Ils sont genre kinés ou je ne sais trop quoi dans les massages. Et ils reçoivent leur clientèle sur ce bateau, à l'intérieur. Et je trouve ça super génial. On n'est pas loin du concept de la tiny house montée sur remorque, mais avec l'eau comme terrain de jeu. Jean-Yves Raus, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à bord. Pour une fois, c'est Mosaïque qui vous invite sur un bateau et pas l'inverse. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez du Boat Home ? Le Boat Home, c'est un bateau exceptionnel. C'est une nouveauté, je dirais, pour toute la région, puisqu'on sait où il a été construit. Chez nous, à Sarreguemines, il ne faut pas être chauvin, mais c'est comme ça. Mais en tout électrique, je ne connais pas beaucoup de bateaux qui fonctionnent que à l'électrique. Et silencieusement, vraiment, on n'entend rien.
C'est vrai que c'est agréable. Alors vous, vous êtes président du club nautique Lorraine. Vous accueillez les plaisanciers à Sarreguemines et à Vitrin. Est-ce que des propriétaires d'un boat-home, par exemple, pourraient s'installer à l'année dans l'un de ces ports? Ah oui, alors ça c'est une question piège, hein, puisque l'amarrage à la journée, à la saison possible, mais à l'année, c'est très compliqué. Et on manque un peu de place de ponton. Bien entendu, ça nécessite tout à fait d'autres équipements. La longueur déjà du bateau il fait 20 mètres, donc il faut déjà un ponton de 20 mètres. Alors si, par contre, on réfléchit parce que si ça devient vraiment maintenant comme dans l'air du temps, tout ce qui est électrique, les voitures, les bateaux, il faut penser que de plus en plus de plaisanciers vont acquérir des bateaux à propulsion queue électrique. Et puis aujourd'hui, on cherche des endroits comme cela pour être au calme et donc pouvoir s'amarrer en pleine nature. Donc il va falloir réfléchir pour préparer des emplacements dans les années à venir ou même dans un proche avenir pour des bateaux de ce style-là, pour les propriétaires. Et en attendant, pour le moment, qui sont les gens qui viennent, qui font étape à Vitrin et à Sarreguemines? Alors, sur Sarreguemines et Vitrin, on a plus une clientèle internationale, puisqu'on est carrément à la frontière. Il n'y a pas de loueurs de bateaux maintenant à proximité de Sarreguemines. Donc, c'est surtout des propriétaires privés, puisque vous savez, en Europe, il faut des permis pour piloter un bateau privé, comme celui-ci, par exemple. Notre capitaine est obligé d'avoir le permis. Voilà, donc c'est une clientèle plutôt internationale et ça représente à peu près 80% de nos plaisanciers qui viennent à Sarreguemines-Vitrin et que 20% malheureusement de la location. Et on essaie de contacter surtout les sociétés pour justement proposer des circuits intéressants vers Sarreguemines. Et développer donc aussi cet aspect-là. Et vous, personnellement, est-ce que vous naviguez beaucoup? Alors personnellement, je navigue beaucoup, c'est un grand mot, mais je navigue tous les ans, vraiment souvent en tout cas. Je passe toutes mes vacances sur un bateau depuis plus de 30 ans, donc je considère que je navigue quand même pas mal. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait ce circuit qu'on fait ici avec le bateau. Jusqu'à Saverne et en règle générale lorsqu'on passe par là on va jusqu'à Strasbourg et on redescend le Rhin pour remonter à Coblence, la Moselle et revenir par la Sarre et à Sarreguemines. Ce sont des circuits de vacances en réalité. Carrément, donc une grande boucle. Mais expliquez-nous un petit peu, quelles sont les sensations? Quelle est cette passion? Ah bah, la passion, on peut la voir même une journée comme aujourd'hui. C'est quelque chose de tout à fait différent. Ça déstresse complètement. On est en pleine nature et on aime ne plus être bousculé par la vie de travail, etc. quoi. C'est bon. Personnellement, c'est une passion que j'ai eue déjà tout petit puisque j'ai commencé très petit à faire de la voile et j'ai continué ensuite par le moteur puisque ici la mer est un peu loin hein, donc on a la chance d'avoir des super canots ici, c'est des canots les mieux entretenus certainement en France. D'ailleurs on le sait très bien que nos canots de la Marne au Rhin et de la Sarre c'est le 3e au niveau français quand même et en équipement je rappelle le premier. Alors moins réjouissant cependant, 2017 ça a été une année difficile, la navigation a été interrompue entre la France et l'Allemagne au niveau de Sarreguemines à cause des travaux sur l'écluse de Güdingen. Ça a été une année terrible pour le club nautique Lorraine? Ça a été une année terrible pour nous, bien sûr, pour le port de Sarreguemines, mais également pour le trafic sur la Sarre. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, VNF, il marche beaucoup sur les statistiques des bateaux de passage. Mais par contre, c'est quelque chose qui était nécessaire. C'est une écluse qui permettait d'aller vers l'Europe, vers l'Allemagne bien sûr d'abord, mais il fallait qu'il y ait ce trait d'union. Et les équipements étaient vétustes. VNF, du côté français, ils ont su s'adapter rapidement et se moderniser rapidement. Tandis que cette écluse-là, depuis au moins une trentaine d'années, elle n'avait pas évolué. Et il fallait absolument, parce que ça devenait, entre guillemets, un peu dangereux parfois. Et la circulation, du coup, était interrompue pour les plaisanciers, Ouais. mais aussi, il y avait du coup pas de croisière bi-hebdomadaire entre Sarrebruck et Sarreguemines à bord de la péniche. Ah, effectivement, hein, les bateaux hôtels également ne pouvaient plus revenir vers Sarreguemines. Ils étaient bloqués. Toute la plaisance, également de la marine marchande, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais on ne pouvait plus continuer. C'était carrément un barrage. Hein.
Et on a beaucoup perdu. On a perdu à peu près 55% de la clientèle de passage durant l'été. Hein. C'est énorme. Et par contre, au mois d'août, dès que ça a été ouvert, hein, on a eu énormément de plaisanciers qui passaient par Sarreguemines. Alors on parlait des travaux au niveau de l'écluse, mais chez vous aussi, il arrive qu'il y ait des travaux, cette fois sur les bateaux. Et pour ce faire, ça se passe en cale sèche, ça se passe à Vitrain, et c'est justement là qu'on va retrouver Sandrine. Ah bah voilà! Il était là en fait mon bateau. Je pouvais toujours le chercher dans l'eau. Hein. Bonjour Marc. Bonjour. Eh ben alors moi je cherchais le bateau ce matin dans l'eau et au final je l'ai pas trouvé, mais c'est normal, il était là. Qu'est-ce qu'il fait hors de l'eau? Pas de chance, là il est encore à terre, mais demain matin on va le mettre à l'eau. Demain matin? Demain matin Donc, 8h, il y a le grue qui arrive, on va le mettre à l'eau. Donc impossible de rejoindre Sarreguemines avec ce bateau là aujourd'hui? Impossible aujourd'hui. Bon bah je vais continuer à vélo alors hein. Merci Marc. T'en prie. Jean-Yves Haus, est-ce qu'elle est beaucoup utilisée la cale sèche de Vitrain? Alors, la cale sèche de Vitrain, depuis qu'elle a été raménagée par VNF, elle est utilisée en permanence. C'est-à-dire qu'il faut maintenant plus d'une année de réservation pour pouvoir mettre un bateau en cale sèche. Et elle est utilisée par qui? Est-ce que c'est uniquement par les membres de Lorraine? Ah non, elle est utilisée pour tous les bateaux qui peuvent venir de partout, quoi, en réalité. Pour tous les bateaux de plaisance, même les péniches peuvent rentrer dedans pour se faire un carénage. Oui, elle est vraiment, c'est une des rares cales, voire la seule dans tout l'Est, qui est vraiment fonctionnelle. Alors vous ne vous occupez pas que de la cale sèche de Vitrain et des ports de Vitrain et de Sarreguemines. Au Club Nautique Lorraine, on peut aussi passer son permis bateau. Oui, effectivement, c'est depuis pratiquement sa création, depuis presque 25 ans, on peut passer le permis bateau mer et rivière à Sarreguemines. Alors, on a 2 ou 3 sessions par an et on compte à peu près une dizaine de candidats à chaque fois. Et c'est Marc Stroh, qui est le capitaine du port de Vitrain, qui assure maintenant les formations. J'ai passé la main à Marc plutôt, et il le fait très bien maintenant. Et le passage d'une écluse, par exemple, est-ce que c'est une étape importante quand on passe son permis bateau? Est-ce que c'est compliqué de passer une écluse? Alors, c'est d'abord lorsqu'on passe le permis, contrairement à ce qu'on croit, on ne passe pas d'écluse pour le permis. C'est vraiment incroyable. C'est paradoxal. Eh oui, bah oui. Alors, on passe la théorie de la pratique, mais à aucun moment, pour l'examen final, on passe une écluse. Alors, on apprend ça après sur le tas, comme on dit. Alors, c'est pour ça que c'est parfois... Enfin, j'ai du mal parfois à comprendre la nouvelle réglementation. Parce que la réglementation des permis a changé l'année dernière. C'est tout à fait différent maintenant. Oui, c'est pas forcément logique parce que du coup, l'expérimentation sur le tas, c'est au risque et dépend de l'embarcation avec laquelle on passe sa première écluse. Ouais, et du bateau et puis de la porte d'écluse quand on rentre. Eh bien, merci beaucoup d'avoir témoigné dans cette émission. On parlait des écluses. Alors, les écluses à répétition, mais c'est surtout une perte de temps quand on navigue. Et c'est justement ce qui a motivé la construction d'un ascenseur à bateau. Je vous propose de voir maintenant le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller sous un angle inconnu du public, avec des images dans la tour de contrôle et en dessous du bac. Et vous allez voir que depuis l'incident de 2013, VNF a apporté beaucoup d'améliorations en termes de sécurité. Reportage. Unique en Europe, le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller est aujourd'hui le site le plus visité de Lorraine, avec environ 100 000 visiteurs accueillis par l'association touristique qui gère les visites guidées du plan incliné depuis plus de 30 ans. Situé sur le canal de la Marne au Rhin, le plan incliné a vu le jour en 1969. Le canal de la Marne au Rhin, mis en service en 1853, comptait à cet endroit un chapelet de 17 écluses sur à peine 4 km. L'objectif du plan incliné était de permettre aux péniches de franchir ce dénivelé de 44 mètres en faisant l'économie d'une journée de navigation entre Strasbourg et Paris. Michel est guide du plan incliné depuis 30 ans. Ce capitaine passionné emmène des centaines de visiteurs à bord du Paris à la découverte du site et de son histoire.
Dans un premier temps, j'explique bien entendu le fonctionnement, c'est un peu pour cette raison que les personnes viennent. Et après, j'aime bien parler également un tout petit peu du passé. Dans la vallée qui a été remplacée par le plan incliné, on va dire il y a un peu plus de demi-siècle passé, 30-40 péniches par jour. Et donc j'explique un peu ce que transportaient les péniches. C'est un peu un petit voyage dans le passé qu'on fait, et puis c'est un peu une petite nostalgie, un petit clin d'œil comme ça au passé. Le principe de cet ascenseur à bateau n'a pas changé depuis sa construction, mais des améliorations ont été apportées notamment après l'incident de 2013 qui a immobilisé l'ouvrage pendant une année. Il s'agit d'un chariot-bac au gabarit d'une écluse classique, soit 41,50 m x 5,50 m, qui se déplace sur une pente d'une inclinaison de 41%. Une opération qui se déroule en à peine 4 minutes. Le bac de 900 tonnes est maintenu par 14 câbles de chaque côté et des contrepoids permettent de maintenir l'ouvrage en équilibre. C'est ça qui est extraordinaire, cet ouvrage a 49 ans et vous avez des personnes, comme la personne qui vient de me parler à l'instant, qui a plus de 80 ans et qui vient ici, qui est épatée par ces technologies. Donc vous voyez, on touche toutes sortes de personnes. Des personnes jeunes, il y a quand même des choses à découvrir, le principe d'Archimède, etc. Donc il y a moyen de réfléchir un tout petit peu. Et puis des personnes âgées qui aiment également la technologie, comme quoi il y en a pour tout le monde. L'ajout ou le retrait d'un peu de poids sur le bac permet la montée ou la descente des bateaux. Aujourd'hui, le contrôle du bon fonctionnement se fait sur un écran qui modélise l'avancée du bac ainsi que l'ouverture et la fermeture des portes des sas. Mais si le trafic marchand s'est fortement réduit au fil du temps, le tourisme fluvial, lui, est en plein essor. Plus de 10 000 bateaux de plaisance empruntent le plan incliné chaque année. L'occasion d'une petite révision du principe de la poussée d'Archimède. Et l'an prochain, cet ouvrage fêtera ses 50 ans. Vincent Steimer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de nous en dire plus concernant cet anniversaire et tout ce qui va être organisé comme animation? Alors malheureusement non, on est un petit peu loin de l'événement encore, c'est dans un an. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il n'y aura sans doute pas un événement unique, mais une série d'événements tout au long de l'année, ce qui permettra à plus de monde de participer à ces événements, aux touristes, etc. Parce qu'il faut rappeler que l'anniversaire, enfin le premier bateau est passé au mois de janvier. Au mois de janvier, en ce moment, on n'a pas beaucoup de bateaux, donc les événements vont se prolonger tout au long de l'année 2019. Ça va se faire en partenariat avec la Comcom. Et Voies Navigables de France, bien sûr, participera et soutiendra tous ces événements. Alors du coup, pas mal d'événements pour un demi-siècle, de quoi attirer peut-être encore plus de visiteurs. Pourtant, on se dit que le plan incliné, il est imbattable. Alors, bien sûr, c'est déjà aujourd'hui, beaucoup de gens viennent visiter l'ouvrage. On a les plaisanciers qui passent et qui ont la chance de pouvoir passer avec leur propre bateau ou leur bateau de location dans l'ouvrage. Mais effectivement, l'ouvrage en lui-même attire pas mal de visiteurs, plus de 100 000. Chaque année, ils ont la possibilité d'emprunter la vedette touristique qui fait des translations sur ce bac. Donc on espère bien sûr qu'avec cet événement et sa couverture médiatique, on attire encore davantage de monde pour la promotion de cet ouvrage et de la voie d'eau en général. C'est un ouvrage qui a évolué depuis sa construction, il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été apportées, et en particulier depuis l'incident de 2013. Alors, je dirais oui et non, puisque la technologie de l'ouvrage est toujours celle de l'époque. Le principe de fonctionnement de l'ouvrage avec un bac équilibré par des contrepoids qui consomment très peu d'énergie et très peu d'eau, souvent on ne le dit pas. Ce principe-là est toujours le même. Par contre, effectivement, on a modernisé l'ouvrage, on a amené de la technologie moderne, de l'électronique, des capteurs. Et comme vous l'avez souligné, notamment depuis l'accident de 2013, on a sécurisé tout ça, on a changé ce qu'on appelle le contrôle-commande de l'ouvrage en mettant des dispositifs un peu plus modernes qu'à l'époque, ce qui nous permet de contrôler à tout moment où se situe l'ouvrage et de le mettre en défaut lorsque quelque chose ne va pas. Donc on a globalement travaillé vraiment depuis 2013 sur l'amélioration de la sécurité de l'ouvrage. Alors de quoi justement du coup rassurer les plaisanciers, peut-être en attirer encore plus, si tant est que ce soit possible. Est-ce que cet ouvrage peut accueillir plus de plaisanciers ou est-ce qu'il est quasiment au taquet? Alors aujourd'hui, certains jours dans l'année, on a beaucoup de trafic.
un dimanche en plein mois de juillet au mois d'août, on arrive quasiment à saturer l'ouvrage puisque on a des translations toute la journée avec des bateaux qui passent toute la journée, mais le reste de l'année, on a beaucoup de temps où effectivement on pourrait accueillir plus de bateaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'origine dans sa conception, l'ouvrage était prévu pour fonctionner avec 2 bacs. Donc on aurait en théorie la possibilité de doubler encore sa capacité. Alors je vous rassure, ça ne se fera sans doute pas, hein. C'est à une époque où on avait beaucoup de trafic de commerce. Aujourd'hui, on a essentiellement du trafic de plaisance et l'ouvrage dans son état aujourd'hui permet d'écouler ce trafic. Eh bien, on va aller justement à la rencontre de plaisanciers. Ils sont venus de Pforzheim pour passer quelques jours entre Niederwiller et Saverne. Pas besoin de permis bateau pour naviguer sur les canaux avec des embarcations d'une puissance inférieure à 4,5 kW. Mais avant de larguer les amarres, le skipper amateur a droit à un cours de pilotage et ça se passe avec Alex, le responsable du port de Niederwiller. Regardez. Also, zum Anfangen, Le skipper peut mettre le moteur en marche. Ce n'est pas l'heure du départ pour ces touristes, mais un petit tour hors du port pour apprendre les rudiments de la navigation. Le groupe arrive de la région de Pforzheim et vient passer quelques jours sur un bateau sans permis. Alexandre est là pour délivrer les explications nécessaires qui permettront à ces plaisanciers occasionnels de profiter de leur séjour et de revenir au port sans encombre. Je me laisse tranquillement emmener hors du port. Les bateaux qui sont sur le canal sont prioritaires parce que nous avons plus de place ici pour nous arrêter et manœuvrer. Pour le skipper Joachim, ce n'est pas vraiment une première. C'est la 3e fois. La première, c'était en 2002 et la dernière en septembre dernier. Il s'agit donc pour lui de se remettre un peu dans le bain, le plus difficile étant les manœuvres de demi-tour et d'accostage, car il faudra ramener le bateau à sa place à la fin du séjour. De loin, ça paraît très étroit, mais vous le voyez, là, il y a assez de place. Une fois qu'on est en dessous, il y a assez de place. Naviguez tranquillement au milieu tant qu'il n'y a pas de bateau en face ou qui vous dépasse. Parfois, vous n'avez rien à faire. Quand le vent est dans la bonne direction, vous n'avez qu'à freiner et le vent vous mettra en place. Alexandre laisse la barre à Joachim pour le retour au port. Il s'assure ainsi que le skipper a bien intégré les consignes et les différentes manœuvres. Après, il pourra laisser partir le bateau avec ses vacanciers qui ont déjà leur plan de navigation en tête. Nous partons dans la direction de Hesse. On reviendra ici pour la nuit. Et demain, nous irons vers Saverne. Vincent Steimer, à titre personnel, est-ce que vous êtes vous aussi un plaisancier ? Alors malheureusement non, pas à titre privé, mais à titre professionnel, il m'est arrivé bien sûr de naviguer, et de passer des ouvrages de navigation, mais à titre privé, malheureusement non. Mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Alors justement, on va revenir à vos missions, à votre métier, parce que on parle beaucoup du tourisme fluvial dans cette émission, mais ce n'est finalement que l'une des missions de VNF. Alors tout à fait, le but initial de VNF, c'est aussi de faire passer des marchandises et du trafic commercial. Donc aujourd'hui sur notre réseau, on a ce qu'on appelle des voies à grand gabarit qui sont de véritables artères sur lesquelles transitent des marchandises. Prenons par exemple le Rhin, sur lequel transitent chaque année 300 millions de tonnes de marchandises, c'est énorme. À Gamsheim, l'écluse de Gamsheim que gère VNF, chaque année passe 20 millions de tonnes de marchandises, soit à peu près presque une centaine de bateaux, dont l'essentiel sont des bateaux qui transportent des produits pétroliers, des containers ou des marchandises. Donc c'est également une de nos principales vocations. Sur les petits canaux, petits gabarits aussi, on a des sections sur lesquelles on a encore du trafic de commerce. Sur la partie sur laquelle nous sommes aujourd'hui, un peu moins, il y en a encore, mais et là c'est plus le tourisme fluvial qui a pris le dessus. VNF Strasbourg, ça couvre quel territoire ? Parce qu'en fait c'est énorme votre zone, non ? Alors on est présent sur deux régions, essentiellement sur une partie de la région Grand Est, mais également une partie au sud sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on couvre 5 départements, donc la Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin en Alsace, le territoire de Belfort et une partie de la Haute-Saône où effectivement on a également un bout de réseau.
Le linéaire total qu'on gère, c'est à peu près 480 km et un domaine public de plus de 2000 hectares. D'accord. Et alors sur toute cette zone, il y a un axe vers lequel vous êtes franchement orienté, c'est tout ce qui concerne le développement de l'écotourisme. Alors, c'est effectivement l'avenir du tourisme fluvial. On est aujourd'hui sur Bothome qui est une propulsion électrique. On a également une expérimentation qui est en cours pour faire de la plaisance à partir de bateaux électriques. On a installé tout un réseau de bornes qui permettent de recharger ces bateaux. L'expérimentation va durer 2 ans. Et puis je pense qu'à terme, d'autres bateaux vont apparaître. Et on va développer cette partie-là du tourisme fluvial. Alors justement, vous le disiez, on est à bord du Bothome, donc un bateau électrique qui est équipé de panneaux photovoltaïques, qui a beaucoup misé sur l'écologie. C'est l'avenir, ça, pour vous ? Alors je pense, aujourd'hui, les touristes ont envie d'un peu de calme et puis ont cette fibre un petit peu environnementale. Et quand on est en vacances, on est encore plus dans cet état d'esprit-là. Donc on pense qu'effectivement à l'avenir, ces bateaux un peu plus propres entre guillemets vont se développer et c'est tellement plus agréable quand on n'entend pas le moteur, quand on est en balade. Le Bothome, vous le connaissiez ? Est-ce que vous étiez déjà monté à bord ? Alors c'est la première fois que je monte à bord, je l'ai vu, j'en ai entendu parler bien entendu, je l'ai vu à quai pendant longtemps à Strasbourg, mais là je le découvre vraiment vu de l'intérieur et c'est quelque chose de très agréable, effectivement, c'est un beau concept. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors on pourrait y vivre quand on voit les baies vitrées et cet environnement très sympathique. Ça en ferait effectivement une bonne maison d'habitation. Donc pourquoi pas, c'est un concept à réfléchir. On vous laisse profiter encore de cette balade. On continue au fil de l'eau. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va maintenant retrouver Sandrine qui fait justement de l'écotourisme puisqu'à défaut d'avoir pu embarquer, elle est à vélo sur le chemin de halage. Bah voilà, ça c'était encore mieux comme bateau pour naviguer. Bonjour capitaine. Bonjour madame. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut naviguer avec ce beau bateau ? Non. Non, pas du tout ? Non, normalement il navigue et il va parfois aux arts spectacles en Allemagne, mais pour l'instant on ne nous demande pas, il ne bouge pas, il est sur place et c'est pour l'accueil des plaisanciers. D'accord. Bon je peux visiter alors au moins. Ah, pas de souci. Ah on va faire un tour alors. Bon Julia, je sais pas où t'en es dans ton émission, mais moi je suis arrivée à bon port, donc ce que je te propose, c'est de me rejoindre quand t'as fini. Mais attention, sans tricher, aussi avec un vélo. A plus. Un vélo ? Chiche ! Bon il me faut un vélo alors. Bon mais Sandrine, il va falloir être un peu patiente parce que Sarreguemines c'est loin. Bye bye le Bothome, un grand merci à Sarrazins et à Guisins qui nous ont accueillis à bord, un grand merci à tous les invités qui y ont participé, et puis bravo et merci à toute l'équipe de Mosaïque, et puis rendez-vous à Sarreguemines, bonne journée, bye bye.